Bonjour, comme je vous ai dit, aujourd'hui je vais faire une vidéo détaillée sur le cas YC. Donc, euh, comme vous le voyez, le cas YC. Le cas YC, c'est un mot qui est en anglais qui signifie Know Your Customer. Je ne sais pas si vraiment c'est ça la prononciation en anglais, mais en français ça signifie connaître votre client. Donc, comme je dis, le cas YC, ça veut dire connaître votre client. Donc, en termes général, en résumé, ça revient juste à dire que ça, ça, c'est un processus qui ramène à la vérification d'identité. Donc, c'est pour vérifier l'identité du client, c'est-à-dire que les institutions les institutions financières qui veulent connaître l'identité de leur client, de la personne auquel ils sont en train de prester le service. C'est-à-dire que ça doit être... maintenant, quelles sont les institutions en question? Les institutions en question peuvent être des banques virtuelles, des néobanques, des banques traditionnelles. Les banques virtuelles sont des banques qui sont en ligne. Les néobanques sont les banques qui sont en ligne, mais qui n'ont pas leur bureau physique. Donc, ce sont des banques qui sont spécialement en ligne. Peut-être dans d'autres vidéos, je vais vous faire une vidéo détaillée sur le cas et les néobanques. Et aussi les banques traditionnelles. Les banques traditionnelles sont des banques que nous avons, les banques qui ont leur siège, que tu peux partir ouvrir un compte. Donc, et les wallets, qui demandent les KYC, c'est-à-dire la vérification d'identité. Il y a les plateformes de exchange que nous connaissons tous, Binance, blockchain, tout cela, ce sont des plateformes qui demandent le KYC. Maintenant, les e-wallets, ce sont des wallets comme Skrill, Perfect Money, on appelle ça les e-wallets. Donc, maintenant, comme l'objectif de notre vidéo, ce n'est pas de détailler le KYC dans les dans ces différents institutions que j'ai mentionné. Non, c'est de mentionner, de vous expliquer comment est-ce que le KYC se passe dans les brokers. Donc, j'ai pris un certain nombre de photos des différents brokers de Forex. Et aussi, j'ai ajouté ici dérive pour que vous puissiez avoir l'idée de ce que nous voulons faire. Donc, je vous rappelle que le KYC, c'est un processus qui conduit à la vérification d'identité pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent, bon, vous savez déjà comment ça se passe, mais c'est toujours important de rappeler les processus, les choses les plus importantes que les gens ne connaissent pas. Donc, maintenant, le cas YC est divisé en trois parties, c'est-à-dire qu'il y a trois informations importantes que les brokers veulent. Donc, c'est-à-dire il y a la preuve d'identité. Permettez-moi pour ne pas trop essayer de créer ça exactement, ce n'est pas l'orthographe ici, ce n'est pas trop important, c'est de connaître l'objectif de la vidéo. Donc, nous avons ici la preuve d'identité, la preuve de résidence et la géolocalisation. Ce sont des choses très importantes que les brokers en ont besoin pour faire une vérification de compte, c'est-à-dire vérification de compte. Donc, maintenant, parlons de la preuve d'identité. La preuve d'identité, c'est un processus qui consiste à ce que la personne puisse prouver son identité. C'est-à-dire que la personne va envoyer sa carte d'identité, va lui prendre, comme le mentionne, comme je l'ai fait dans l'image, c'est-à-dire que tu dois prendre une photo de toi et une photo de la carte d'identité que tu en as. Pour d'autres brokers, on demande une photo de toi et la photo de la carte d'identité en même moment. Donc, c'est-à-dire que tu fais une photo auquel tu es en train de montrer ta carte d'identité. Maintenant, vu que ici, notre vidéo consiste seulement dans dérive, donc je vais essayer de montrer seulement ce qui se passe dans dérive, mais d'une façon générale, c'est les mêmes processus qui se passent dans tous les brokers. Donc, c'est un peu ça, en définition, la preuve d'identité. Bon, en anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, beaucoup de brokers utilisent le terme anglais pour parler de ça. Même le terme KYC, c'est en anglais, qui n'a pas trop de signification, qui n'a pas trop... Même des banques ou bien des brokers en français utilisent seulement le terme KYC pour se référer à la preuve d'identité. Donc, maintenant, quels sont les documents qu'on accepte pour faire ton KYC? Comme je l'ai mentionné ici, il y a le passeport. Le passeport
le passeport, il y a le permis de conduire, il y a la carte d'identité, le titre et séjour. Donc, ce sont les documents officiels que eux, ils acceptent. Maintenant, il y a d'autres brokers qui n'acceptent que le passeport. Donc, il y a d'autres brokers qui n'acceptent que le passeport et la carte d'identité nationale. Donc, et les autres, ils rejettent. Donc, si tu as ton passeport, tu es sauvé. Si tu as ta carte d'identité, de même. Mais les autres là, je ne peux pas te rassurer qu'ils vont accepter ou non. Donc, ce sont les documents qui sont acceptés maintenant. Et parlons du passeport. Donc, quand vous allez ouvrir un compte, donc dans la vidéo que j'ai essayé de mentionner dernièrement, c'est que quand vous ouvrez un compte, ça c'est mon passeport avant que j'ai enlevé certaines informations les plus importantes. Donc, pour éviter que mon document soit utilisé pour d'autres, pour les fins que je ne connais pas. Donc, et vous devez écrire exactement de la façon c'est écrit. Donc, en fait, le compte, comme vous allez écrire votre compte, parce que quand vous ouvrez votre compte, sûrement on va vous demander votre nom, ça c'est important et obligatoire, votre nom complet, votre prénom complet, votre année de naissance, votre nationalité et pour d'autres brokers, on te demande la date d'expiration du document que vous êtes en train d'utiliser. Mais dans Dérive, on ne demande pas ça. Donc, c'est juste votre nom, votre prénom, votre année de naissance, votre nationalité, votre ville de résidence. Donc, essayez d'écrire exactement de la façon c'est écrit. Donc, moi, dans mon cas, j'ai enlevé certains noms. Donc, j'ai mon nom qui est là. Et, excusez, j'ai mon nom qui est là. Donc, j'ai mon nom qui est là. Et j'ai mon prénom qui est un peu en bas ici. Donc, si vous voyez bien. Et j'ai mon adresse, de mon lieu de naissance qui est là, que j'ai enlevé l'année. Donc, c'est là. Donc mon année de naissance c'est là et date d'expiration, tout cela c'est ici. Donc c'est ici. Donc ça c'est le cas du passeport. Pour la carte d'identité, je crois bien que ça doit avoir les informations les plus importantes qu'ils demandent. Maintenant, quels sont les critères que eux, les critères à remplir pour que votre identité soit validée? Parmi les premiers critères, donc la carte doit être valide, donc ça ne doit pas être expiré, ça doit être en cours de validité. Donc au moins de 90 jours, c'est-à-dire ce que j'ai oublié d'écrire, au moins de 6 mois. Au moins de 6 mois pour d'autres brokers, 90 jours pour d'autres, mais pour Dérive, il demande 90 jours. Donc la photo de la carte d'identité ne doit pas avoir de zone d'ombre, doit être claire. Donc, c'est-à-dire quand tu prends la photo, si tu sais que ton téléphone ne prend pas bien la photo, c'est mieux d'aller scanner la photo. Et quand vous scannez la photo, vous allez voir dans la vidéo antérieure, comment je vous ai expliqué comment est-ce qu'on fait la vérification d'identité avec une carte qui est scannée avec un archive. Donc, et aussi, la carte d'identité doit être officielle, c'est-à-dire la carte qui est délivrée par l'État. Donc, ça ne doit pas être la carte d'identité de votre société, ni la carte, c'est pas d'employé. Non, ça doit être une carte officielle délivrée par l'État. Même si la carte d'employé, je ne sais pas que vous en avez, c'est délivré par l'État, mais ce qui est accepté, c'est ce que j'ai mentionné dans ce que j'ai expliqué dernièrement. Donc, ça doit être soit la carte d'identité nationale, ou soit le permis de conduire, le passeport. Donc, c'est un peu ça. Pourquoi les documents, quels sont les documents qui ne sont pas acceptés par la vérification d'identité? Les documents qui ne sont pas acceptés par la vérification d'identité sont des cartes d'identité scolaires que nous tous nous savons, les Africains. On nous donne des cartes d'identité en papier. Ce sont des cartes qui ne sont pas acceptées. Donc, et des cartes d'identité non officielles. Donc, vous pouvez avoir votre carte d'identité, je ne sais pas où, de votre quartier, je ne sais pas comment, mais les cartes qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas reconnues par l'État, les cartes ne sont pas acceptées. Et aussi les cartes déjà expirées, comme je l'ai mentionné. Aussi, quand il y a une incohérence avec les données, en fait, les données qui sont sur votre carte d'identité, s'il y a une incohérence avec les données qui sont sur votre compte, c'est-à-dire quand vous ouvrez votre compte, s'il y a des documents qui manquent, en fait, s'il y a des informations qui manquent, par exemple, la date de naissance, vous avez écrit, vous avez modifié, ou bien vous avez écrit différemment, vous avez commis une erreur. Donc, quand vous allez vérifier votre compte, on va refuser cela par cette incohérence-là. Donc, prière de mettre exactement de la façon c'est écrit. Si vous avez réduit l'âge, vous devez mettre ça exactement de la façon c'est écrit dans votre carte d'identité pour ne pas que votre vérification soit rejetée. Maintenant, on va maintenant parler, comme j'avais dit, c'est divisé en deux parties. On a la preuve d'identité, la preuve de résidence et la géolocalisation. Ici, maintenant, c'est la deuxième partie, c'est qui est la preuve de résidence. Maintenant, la preuve de résidence, comme j'ai dit, quels sont les documents qui sont acceptés?
Les documents qui sont acceptés, c'est relevé bancaire, facture d'électricité, facture d'eau, facture téléphonique. Bon, facture téléphonique pour ceux qui utilisent les abonnements, les téléphones avec abonnement mensuel ou bien les téléphonies, les téléphones fixes. Généralement en Afrique, on n'utilise pas, on n'utilise plus les téléphones fixes. Et aussi les abonnements, il y en a pas, pratiquement pas les téléphones qui utilisent les abonnements mensuels. C'est-à-dire que tu appelles comme tu veux et après à la fin on te tarife les coûts d'appel. Donc c'est juste les services sont des services prépayés. Donc ça je ne sais pas si vous en aurez. Mais ce que les gens utilisent souvent c'est relevé bancaire, facture d'électricité et facture d'eau. Et d'autres dans les cas exceptionnels qui vont accepter, mais le plus important c'est celles que j'ai mentionné. Et dans les documents qui ne sont pas acceptés, comme je l'ai dit, les factures qui datent plus de 6 mois. C'est-à-dire que si vous avez fait, essayez de vérifier que ça ne date pas de plus de 6 mois pour que votre identité soit rejetée. Donc les sociétés qui ne sont pas en fait, quand vous payez votre facture, la facture là doit être d'une société qui est reconnue, soit une société privée, une société publique, mais qui est reconnue. Quand tu cherches sur internet, c'est-à-dire que si par exemple c'est une facture de MTN. Quand tu cliques sur internet, tu cliques MTN, tu verras que MTN va sortir. Mais si c'est une société qui n'est pas reconnue, ça sera sur internet, parce que quand tu envoies une facture, eux, ils vont essayer de voir si la société qui a établi la facture existe réellement dans votre pays. Par exemple, dans mon pays, si par exemple j'ai la société téléphonique qui est MTN, si dans mon pays il n'y a pas MTN que j'envoie la facture de MTN, ça serait incohérent, ils vont refuser ça. Donc, la société doit être reconnue. Quand tu cliques le nom sur internet, le nom doit sortir sur internet et que le nom là, la société doit être dans votre pays. Et aussi, les documents, comme j'ai dit, incohérence de l'adresse. Donc, quand l'adresse qui est figurée dans votre compte de dérive, de crédit, est différente avec l'adresse qui est sur la facture, ils vont refuser ça. Et aussi les documents qui sont écrits à la main. Donc les documents qui sont écrits à la main sont refusés parce que par rapport aux écritures, vous voyez, donc il y a des gens qui écrivent comme les docteurs. Donc les écritures ne sont pas visibles. Pour éviter que tout cela, ils refusent. Les documents sont écrits à la main. Et les documents qui n'ont pas de date, donc c'est-à-dire que le document n'a pas de date d'établissement, la date d'émission. Les documents là ne sont pas acceptés. Maintenant, parlons de la géolocalisation. La géolocalisation, c'est un système où la géolocalisation, pour la définition, c'est-à-dire qu'on te localise géographiquement par le GPS. Par exemple, au moment où vous êtes en train de naviguer, si une personne veut savoir, en fait, si votre opérateur réseau veut savoir là où vous êtes, il pourra vous localiser par rapport à votre GPS. Donc, quand vous allez leur écrire, quand vous allez écrire au support de dérive, ils seront là où vous êtes, c'est-à-dire par rapport à votre adresse IP, ce que je vais vous détailler dans le diapo qui suit. Donc, tu peux par exemple ne pas avoir, cela dépend seulement de cas exceptionnels parce que toutes les choses ne se déroulent pas de la façon dont on pense, donc cela dépend. Donc il peut seulement, à travers de votre géolocalisation, savoir que vous êtes dans le pays, que vous avez envoyé la preuve de résidence ou pas. Donc, prière de ne pas utiliser le VPN quand vous allez faire la vérification de l'identité. Parce que si vous utilisez le VPN des États-Unis, par exemple, vous allez vous localiser géographiquement aux États-Unis. Même si vous êtes dans un pays en Afrique, mais votre localisation géographique GPS sera aux États-Unis. Donc, prière de ne pas utiliser le VPN quand vous allez faire la vérification d'identité. Donc il y a aussi l'adresse IP. Donc quand vous naviguez, le téléphone émet une adresse qu'on appelle adresse IP. Donc l'adresse IP, c'est une adresse qui est unique pour chaque téléphone. Donc quand vous utilisez le VPN, le VPN modifie votre adresse IP. Donc, c'est-à-dire si vous êtes en train de naviguer, si vous êtes en train de naviguer en Afrique, au Maroc, dans n'importe quel pays, le VPN va modifier cette adresse-là pour que ça puisse sortir aux États-Unis. Donc, quelles sont les informations que l'adresse IP peut donner? Donc, les informations que l'adresse IP peut donner, c'est le pays que vous êtes, la ville que vous êtes et l'opérateur réseau que vous utilisez au moment que vous êtes en train de les écrire.
C'est-à-dire que si vous utilisez MTN, Airtel, Orange, tout cela, le broker saura que vous êtes en train d'utiliser ces informations-là. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas utiliser ça contre vous, mais c'est comme ça que les choses en question fonctionnent. Donc je crois que j'ai été assez clair pour la vidéo. S'il y a des gens qui n'ont pas compris, vous allez m'écrire en privé pour me poser les questions et je vais au fur et à mesure faire des vidéos sur vos doutes. Merci.